Allez, c'est parti. Hop, voilà, c'est bon. Yeah. Alors, le pont diviseur. Bon, en fait, pour revenir à des fondamentaux, la première chose, c'est la loi d'Ohm. C'est con, mais c'est super fondamental. Alors d'ailleurs, petit Pierrot, cette loi d'Ohm, elle se démontre à partir des phénomènes physiques que je t'ai expliqué tout à l'heure. La définition de la différence de tension qui est une différence de potentiel, qui est une différence de pression électronique, le courant qui est un débit d'électrons à travers la résistance, et quand on fait de l'étude au niveau atomique, au niveau de la matière même, et qu'on généralise le comportement, on démontre la loi d'Ohm comme quoi, quand on est dans un composant comme une résistance, la tension est proportionnelle au courant, et ce coefficient de proportionnalité, on a décidé de l'appeler R, de l'appeler la résistance. D'accord? D'accord. Ah, ok. Et puis donc, s'il y a du courant qui rentre de ce côté-là de la résistance, il y a le même qui rentre de l'autre côté, l'histoire de l'autoroute. Tiens, je vais en reparler vite fait pour Pierre. Tu vois, je disais, parce que Pierre, il pensait qu'il y avait moins de courant là que là. Mais en fait, et puis ce que je vous expliquais en réa, la différence de tension, ça veut dire que là, on a un potentiel V1 sur ce fil-là, et que là, on a un potentiel V2 sur ce fil-là. Et que la différence U, c'est la différence de tension, de potentiel entre V1 et V2. D'accord? Et que le potentiel, c'est la densité d'électrons, c'est la pression qu'ont les électrons. Ouais, Pierre? Ouais. Ouais. Comme, je vais refaire l'analogie, comme le truc, tu as une bouteille, quand elle est ouverte, ta bouteille, elle est à la pression atmosphérique. OK? Ça veut dire quoi la pression atmosphérique? Ça veut dire que dans le volume de la bouteille, il y a une certaine quantité d'air. Pour un volume donné, il y a un certain nombre d'atomes dans ce volume. Il y en a beaucoup. Mais il y a un nombre d'atomes défini et qui sera toujours le même si on est à la même pression, à la même température aussi d'ailleurs. OK? Et qu'un morceau de métal qu'on symbolise, un fil électrique qui n'est plus ni moins qu'un morceau de métal qu'on symbolise par un trait, c'est un truc qui est composé de plein d'atomes et que les atomes ont des électrons libres. Ouais. Et de la même manière qu'on va parler de la pression atmosphérique comme la pression de référence pour la mesure des pressions, puisque quand on dit mon pneu est à 2 bars, c'est pas vrai. Le pneu, il n'est pas à 2 bars de manière absolue. Le pneu, il est à 2 bars de plus que la pression atmosphérique. En mesure de pression absolue, le pneu, il est à 3 bars. Mais par rapport à la pression atmosphérique, il est à 2 bars. OK? Eh bien, un métal qui est composé d'atomes et d'électrons libres, eh bien, il a, je sais pas, moi, si on prend le cuivre, par exemple, le cuivre, c'est un mauvais exemple, ouais, c'est un mauvais exemple, j'allais dire une connerie. Bon, bref, on va raisonner simplement en disant que chaque atome a un électron libre. S'il y a 10 milliards d'atomes, il y a 10 milliards d'électrons libres. OK? Et ça, on peut dire que quand on n'a rien fait à ce morceau de métal, il y a un certain nombre d'électrons libres et qu'ils représentent donc une pression, comme la pression des molécules, ils ont une certaine pression, et que c'est la pression de référence, et qu'on va pouvoir dire que le potentiel, il est nul. Ouais. OK? Et que quand on dit qu'il y a un potentiel qui est non nul, ça veut dire que par un procédé électromagnétique et par un système adapté, c'est-à-dire un générateur de tension, on va réussir à injecter des électrons là-dedans davantage que ce que l'équilibre naturel voulait, celui qui donne le potentiel nul. Comme une bouteille, avec une pompe, je peux gaver et remplir la bouteille avec des molécules d'air et faire en sorte que dans le même volume que tout à l'heure, il y a plus de molécules d'air que quand j'étais à la pression atmosphérique. Ouais. Et du coup, bah, la pression est plus grande parce que je l'ai gavé. Et là, en gavant des électrons, eh bien, je vais augmenter le potentiel. OK? Et je vais donc augmenter la pression des électrons dans le morceau de métal par rapport à son équilibre naturel.
Ça roule? Ouais. Non? Si, si. Ici. C'est ça que je vous explique. Et pareil, évidemment, on peut en enlever et à ce moment-là, on obtient un potentiel négatif. Alors, si je parlais de tout ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au petit Pierre avec les mains. Et du coup, je vais refaire un dessin, une analogie qui permet de comprendre ce qui se passe avec les potentiels et avec les résistances, qui me plaît bien. Moi, c'est celui d'une autoroute. Les électrons, c'est des voitures. L'autoroute, c'est des fils électriques. Et la question, c'est pourquoi, quand on met comme ça qu'il y a un courant, on dit que là, on va avoir un potentiel plus grand que celui-là. Imagine, tu as une autoroute avec plein de voies, avec 3 voies. L'autoroute large, ça représente les fils électriques qui laissent très bien passer les électrons. D'accord, Pierre? Ouais. Et puis là, d'un coup, putain, tu as un étranglement. Tu as des travaux. Et pendant une certaine distance, tu vas pouvoir passer que sur une voie. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plein de bagnoles qui arrivent ici. Ben forcément, on sait très bien ce qui se passe. Les bagnoles, c'est les électrons. Quand il y a un étranglement, on obtient un bouchon. Ouais. Du coup, à cause de l'étranglement, juste avant l'étranglement, enfin, au niveau de l'étranglement, à cause de l'étranglement, cette partie-là de l'autoroute va se retrouver avec une densité de bagnoles énorme. Ouais. Ouais, et de Et donc, VTP, du coup. l'analogie, bah, c'est que de ce côté-là, on va avoir de la tension. On va avoir un potentiel élevé. Ouais. Hein? Alors évidemment, il y a un potentiel élevé parce qu'on envoie des électrons. On gonfle le métal d'électrons. Évidemment, ici, ça ne marche que si, en permanence, quand ça se vide, bah, il y a des nouvelles voitures qui arrivent. Ça, c'est ce que fait le générateur. Hein, le générateur de tension, il ramène des bagnoles en permanence dès qu'il y a de la place, comme ici, le générateur de tension va mettre de la tension sur ce fil, du potentiel sur ce fil en permanence. Puis là, il peut y avoir qu'une bagnole qui passe. Ben, quand tu reviens là, Ouais, c'est plus qu'est-ce fluide. qui se passe? Ben, il y a vachement de place. Ouais, c'est fluide. Non, c'est fluide. Et il y a vachement de place. La densité devient très faible. Mm. Voilà. Et évidemment, le nombre de bagnoles à la minute qui arrivent de ce côté, qui rentrent dans l'étranglement, c'est exactement le même nombre de bagnoles qui ressort. Donc le courant qui rentre dans la résistance, c'est exactement le même qui ressort, puisque le courant, c'est le nombre d'électrons qui passent à la seconde. Si tu en as 10 qui rentrent à la seconde, tu en as 10 qui sortent. Le seul cas qui ferait qu'il y ait des électrons, qu'il y ait du courant en moins d'un côté que de l'autre, ça serait le cas ici que sur ton autoroute, de temps en temps, tu as une bagnole qui se perd et qui tombe dans le fossé. Tu vois? Ou tu as un mec qui arrive avec un hélico et qui met des bagnoles ici. Mais non, mais ça n'existe pas, tu vois, pour les électrons. Les électrons, ils ne peuvent pas se barrer. Donc tout ce qui rentre ressort. Yes? Mm. Et bien sûr, d'ailleurs, on retrouve le principe du E égale RI aussi. C'est que là, plus il y a de place, moins c'est dense. Plus il y a de bagnoles qui rentrent, plus c'est dense. Et moins je laisse passer de bagnoles à la minute, plus là, ça va se tasser et plus là, ça va être libre. Ouais. Donc, on aura, plus il y a de tension, plus la résistance est grande, plus la différence de concentration sera grande pour un même débit. Vous voyez l'analogie, vous comprenez? Ouais. Yes? Ouais. Bon, ben comme ça, on a reparlé un petit peu du courant et de la tension. Et c'est super important. C'est super important. Bon, et ça aussi, je le dis souvent, je le répète souvent, mais bien sûr que là, on représente une résistance dans l'air et que ça n'a aucun sens. Et puis aussi que si la tension à cet endroit-là, dans un fil électrique, elle vaut V1, un peu plus loin d'un fil, elle vaut quoi la tension? Elle vaut V1 aussi. Et un peu plus loin, elle vaut V1. La tension, elle est la même tout le long du fil. Oui, oui, oui. Et que ici, il y aura forcément un générateur. Attends, parce que là, je n'ai pas envie de sortir de l'écran.
Il va y avoir un générateur de tension qui est lui, c'est lui qui va imposer plus d'électrons, une densité d'électrons supérieure ici, et un manque d'électrons, une densité d'électrons inférieure ici. Et que là aussi, le V2, parce que voilà, après, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe avec les analogies, au niveau d'une autoroute, tout ça. Non, c'est que là, si tu gaves d'électrons à un morceau de métal en considérant que c'est un conducteur parfait, bah, tu vas avoir la même densité d'électrons dans tout ce morceau de métal, parce que c'est un conducteur parfait ou un très très bon conducteur. Hein, sinon, ça serait comme dire, je mets de l'air dans ma bouteille, j'augmente la pression de ma bouteille, et puis il y a des endroits dans ma bouteille où j'ai une pression plus grande qu'à un autre. Non, on sait bien que la pression, elle va être homogène et uniforme dans tout l'intérieur de la bouteille. S'il y a 2 bars, il y a 2 bars partout. Il n'y a pas un endroit, un bar 5 et puis un endroit 2 bars 5. On est d'accord? Ouais. Voilà. Et que enfin, pour reprendre ce qu'on disait en tout début d'année en réa, ben évidemment que si là, il y a des électrons qui se baladent et qui se vont à travers ce circuit électrique, ça leur permet de passer de là où il y a plus d'électrons à là où il y a moins d'électrons. Et évidemment, c'est ce qui fait qu'ils se baladent. C'est parce que là, comme il y a trop d'électrons, il y a de l'air comprimé. Quand tu ouvres, l'air, elle se barre naturellement. Si tu as fait une dépression, quand tu ouvres, l'air, elle rentre naturellement. Donc là, les électrons, ils ont forcément envie d'aller de là où il y a trop d'électrons à là où il en manque. Hein? Et que si on fait rien, bah, de la même manière que quand j'ouvre une bouteille sous pression, ça fait un pchit, l'air se barre, et puis dès que l'équilibre des pressions est établi, il n'y a plus de circulation d'air. Donc j'aurai plus de passage d'électrons si je fais rien de spécial. Et le spécial, c'est le générateur de tension qui, comme une pompe, va en permanence prendre des électrons et les arracher de là où il y a la borne moins pour venir les gaver et maintenir la pression d'électrons de ce côté et maintenir la dépression d'électrons de ce côté. Ouais. Ouais. Pierrot aussi. Ouais. Vous avez pigé ça, j'en avais déjà parlé, vous captez. C'est super important. Et s'il n'y a pas de chemin pour aller de l'un à l'autre, si le chemin est coupé, c'est terminé. Il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'électronique. Yep. Ouais. Bon, allez, maintenant on va parler du pont diviseur, parce que ça va bien. Let's go. Ah. Bon, alors maintenant, alors je revenais à tout ça, parce que maintenant, tu vois, ça c'est pareil, c'est des trucs qui me gavent. Quand on représente deux résistances comme ça, c'est débile en fait. Vous voyez bien là, ça va? Ouais, nickel. Ouais. C'est débile en fait, ça veut rien dire. Il peut pas y avoir du courant qui circule là-dedans Bah oui, puisque ça va pas après jusqu'à l'autre bout. s'il n'y a pas un générateur. Oui. Hein, et ça, voilà, bah, quand après on a compris qu'il y avait forcément un générateur, on arrête de le dessiner. Mais ça, c'est pour les pros. Hein, pas pour un étudiant de première année, de première semaine, de première année. Ou qui n'a rien branlé pendant 3 semaines, 3 mois, 6 mois. Bon, bref. Donc, il est là. Voilà. Et le générateur de tension, il impose une différence de potentiel qu'on va appeler grand E. Grâce à cette différence de potentiel et au chemin qu'autorisent les résistances entre là et là, le courant va circuler. OK? Ouais. Et le courant, il est le même partout. On est d'accord, hein? Ouais, toujours. Et il fait tout le tour. On le dessine jamais qu'il revient dans la patte moins, mais il revient dans la patte moins. Bon, et maintenant, on va se poser la question, que vaut la tension qui est ici? Je l'appelle U. Ouais. Bon, en se disant, je peux dessiner un fil. Évidemment, si là, il y a une tension U, quelle est la tension ici? Si là, il y a une tension U, quelle est la tension ici? Ah, U aussi. Et quelle est la tension ici? U. U, Ça change pas. c'était un piège. Merci. C'était un piège. Tout ce fil-là est au même potentiel. Tout ce fil-là est au même potentiel. Quel que soit l'endroit où je décide ma différence de potentiel, c'est la même.
Ouais, ça Ouais. roule. Et le pont diviseur, il ne va être établi que si le courant ne passe que dans cette maille-là. On va supposer que là, on a un courant qui est Nul. nul. Parce que s'il n'est pas nul, loi des nœuds, évidemment, le courant I qui arrive ici, il se sépare en deux. Un bout là-dedans, un bout là-dedans. Et le pont diviseur est basé sur cette propriété. Puisque maintenant, si je calcule le courant I, qu'est-ce qu'il vaut? Alors, U égale RI, ça fait I égale U sur R. D'accord? Donc Ouais. là, bah, le courant I, si je dis, je prends cette résistance R2, il y a U de tension aux bandes de R2 et il y a I dedans. Donc I égale U sur R2. R2. Ouais. Maintenant, je prends la tension E. La tension E, elle est appliquée entre quoi et quoi? Entre là et entre là. Ouais. Ouais. Entre R1 plus R2. Elle est appliquée aux bandes de R1 plus R2 qui sont en série. Et comme il n'y a pas de perte de courant ici en sortie, le courant qui passe dans R1, c'est aussi le courant qui passe dans R2. Ouais. Ouais, bah oui. I, il passe. Donc le courant I qu'on a calculé là, il est aussi calculable en disant qu'il passe dans les deux résistances R1 plus R2 et qu'aux bandes de R1 plus R2, il y a la tension E. Ça va? Ouais. Ouais. Résultat, U est égal à R2 sur R1 plus R2, E. Le pont diviseur. Ça égale ça sur ça fois E. Allô? Oui. Ouais. Donc cette démo, elle est importante parce qu'elle nous permet de nous rappeler que c'est le fait que le courant, on puisse le calculer à deux endroits différents dans le montage qui fait cette fameuse formule et que donc ceci n'est possible que si on est bien à vide. Voilà, et que, bon, et puis qu'au final, ce qu'il faut noter, c'est que là, j'ai mis 2, 1, on peut mettre R' et R, ce qu'on veut. Ce qu'il faut retenir, c'est pas la formule, mais c'est le fait que, bah, c'est ça, c'est le fait que la tension aux bandes d'une résistance, elle va s'exprimer en fonction de la tension aux bandes des deux résistances. En faisant, bah, c'est plus celle-là presque qu'il faudrait retenir. Ouais, bah Si oui. je fais U sur R ici et que je fais E sur R1 plus R2 ici, il y a la même chose. Et voilà, et du coup, ça fait U égale la résistance aux bandes de laquelle tu as U, que divise la somme des deux résistances, fois la tension qu'il y a aux bandes de la somme des deux résistances. Ouais. Voilà, c'était le pont diviseur. D'accord. Facile? Oui. C'est Facile. facile, non, mais ça va. Bon, ben, il faut que ce soit facile, Pierrot. Hein. Il faut que ce soit facile. C'était facile. Arrête. Oui. Bon, maintenant, Milman. Ah, Milman, moi j'aime bien. Milman. Alors, en fait, si vous avez remarqué, le pont diviseur, le principe du pont diviseur, il y a quoi dedans? Une histoire de courant. Ouais. Et en fait, ces théorèmes-là, du pont diviseur et de Milman, c'est pour éviter, quand on fait des analyses de schémas électroniques, c'est pour éviter d'avoir besoin de manipuler les courants. C'est pour D'accord. supprimer la variable et l'inconnu courant dans le système. Parce que quand tu as le courant qui intervient, si tu as les tensions et les courants à modéliser et à prendre en compte dans tes calculs, ça te fait tout de suite un nombre énorme d'équations avec beaucoup de variables et ça devient vite très pénible à résoudre. Donc ces théorèmes, ce sont des théorèmes qui prennent en compte les particularités du courant en faisant en sorte de faire disparaître la variable courant.
Ouais, Mhm. ça va? Et Millman, ça dit que ça dit ce qui se passe quand il y a un nœud. Millman, c'est pour se débarrasser des problématiques de courant quand il y a un nœud de courant. Attends, tu peux répéter? Millman, c'est fait pour se débarrasser des problématiques de courant quand il y a un nœud de courant. C'est-à-dire que s'il y a un endroit dans un circuit électrique, j'ai un nœud. Oui, tu vois ce que c'est un nœud. Oui, bah oui. Après, il y a le nœud aussi, mais on ne parle pas de toi, on parle bien du nœud. Salaud! Pardon. Oh, salaud. Ça sent le bête. Il y a un nœud où il y a 3 courants qui arrivent. D'accord ou pas? Ouais. Il y a 3 courants qui arrivent à ce nœud. Ils sont tous rentrants dans ce nœud. Alors évidemment, hein, je les dessine là, ils sont là aussi, et c'est les mêmes, on vient de le rappeler. Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça nous Ouais. dit? Puisqu'il n'y a que des courants qui rentrent et qu'il n'y en a aucun qui sort, ça veut dire que la somme des 3 courants est forcément égale à Et... Nul. et nul. Yep. Ouais. Et maintenant, on ne va pas raisonner en tension comme on le fait dans les exercices. On ne va pas le raisonner en différence de tension, de potentiel. On va raisonner en potentiel. D'accord? À chaque fois, Millman, on vous le dessine avec des générateurs. Ouais. Ouais. Millman, on vous le dessine avec des générateurs de tension parfaits. Mais on s'en bat les couilles du générateur de tension parfait. Ce qui compte, c'est que maintenant, j'ai posé un problématique simple. J'ai un carrefour. J'ai tout le monde qui arrive sur le carrefour. Voilà, c'est tout. Ça, c'était les courants. Maintenant, les tensions. Ben, combien j'ai de points là? Combien j'ai de points? 1, 2, 3, 4. Oui. Ouais. Sans m'occuper de savoir si le courant, en vrai, il est positif ou négatif. Sans m'occuper de savoir si les potentiels ici sont positifs, négatifs ou nuls. J'ai très bien le droit de dire que L, courant I1, je l'appelle R1, je l'appelle R2, je l'appelle R3, et puis j'ai très bien le droit de dire, parce que c'est forcément vrai, que ici je vais avoir un potentiel V1, ici un potentiel V2, un V3, et ici un VA, le fameux VA du nœud, le potentiel du nœud. D'accord? Pour le principe simple de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, il y a un fil électrique, par définition, on peut lui associer un potentiel électronique, une pression électronique, qu'elle a même sur tout le fil. Oui, un fil électrique, une résistance, on peut toujours dire qu'il passe un courant dedans. Même si en vrai, c'est pas vrai. Même si en vrai, le courant est nul. Même si en vrai, le potentiel est nul. Vous voyez ou pas? Ouais. On peut toujours poser ça comme problématique. D'accord? Bon, oui, ça va, Pierre? Pierre, c'est bon? Ouais, ça va. Qu'est-ce qui t'embête? Dis. Non, non, ça va, ça va. On reprend juste les définitions de qu'est-ce que c'est que l'électricité. Qu'est-ce que c'est que les résistances? Qu'est-ce que c'est qu'un nœud? Qu'est-ce que c'est qu'un potentiel? Ouais. Sans se dire, ouais, mais là, peut-être que j'ai un générateur de tension parfait, peut-être que là, je suis à la... On s'en bat les couilles. Il y a juste 3 branches, 3 résistances, donc 3 courants, 3 potentiels, et le carrefour où on peut toujours dire qu'il y a un potentiel. Et si je veux maintenant déterminer la valeur de ce potentiel, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Allez, une suggestion, les gars. Maintenant, je veux connaître la valeur de ce carrefour, de ce potentiel de nœud. Évidemment, le potentiel de ce nœud, on comprend bien qu'il va dépendre des potentiels qui sont imposés ici, ici et ici. Ouais. Ouais, bah oui. Ça fait 3, non? Et c'est pas la somme des 3. Ce qui est sûr, la seule chose que nous dit la loi fondamentale de l'électricité, c'est que quand j'ai 3 résistances qui sont branchées en même temps en un même point, les courants qui rentrent dans le point forment une somme Nul. nulle. OK? Ouais.
Ouais. Ben maintenant, Pierre, ça va? Ouais. Maintenant, je vais vous isoler une toute petite partie du montage. Le R1, où là, il y a un potentiel V1, là, il y a un potentiel VA, et que dedans, il y a un courant I1. Yep. Ouais. Au bord de la résistance, il y a le U, la différence de potentiel, c'est V1 moins VA. D'accord? Ouais. 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 Comment je peux écrire I1? I1, je peux dire qu'il est égal à quoi? Bah, U égale RI. Ouais. Du coup, c'est I égale sur R. oui, du coup, c'est U1A sur R1. C'est V. Ouais, bah oui. C'est la tension qui est là, que divise le courant qui est là. Non? Non, mais pour moi, V1 moins V1, ça faisait U1A, quoi. Oui, c'est U1A si tu Oui, veux. oui, j'avais dit Mais E1A. je vais laisser Oui, non, l'écriture V1 moins VA. D'accord? Ça vous gêne pas? oui, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Ça vous gêne pas? Non. D'accord? Bon, voilà pour la résistance R1. Est-ce que j'ai besoin de refaire la même chose au niveau de la résistance R2? Pierre, t'es perdu? Bah en fait, genre j'ai plus d'image et j'entends plus grand chose. Bon, ben tu regarderas l'enregistrement. Ouais, bah oui, Est-ce je que j'ai regarde besoin de refaire l'enregistrement. la même chose? Bah, ça Bah non, dépend. Tout à l'heure, c'est oui, bah oui, oui, c'est oui. exactement pareil. Oui, c'est la même, oui. Oui, bah C'est oui. une résistance, j'ai un potentiel V, non plus V1, mais un potentiel V2. Le courant va dans le même sens, je les ai tous pris dans le même sens. C'est pareil. Ouais. Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je vais effacer pour faire de la place. C'est quoi le truc là? Ben, j'ai I1, c'est V1 moins VA sur R1. I2, ça va être V2 moins VA sur R2. Ouais. OK? Et donc, cette équation I1 plus I2 plus I3, je peux du coup maintenant la transformer en V1 moins VA sur Sur R1. R1. Ça, c'est Plus, I1 plus V2 moins V2 moins R2. VA. Ah, ça fout de la merde, là. Qui c'est qui fout de la merde? C'est Pierrot. Ouais. Il y avait 3 moins VA sur R3. T'as mis un 2, t'as mis un 2. Allô? Arrête de faire de la merde, s'il te plaît, sur le micro, Pierre. Mais je fais pas de la merde, genre ça bug là. Eh ben, coupe, s'il te plaît. Tu regardes, tu reverras après. D'accord, c'est évident. I1 plus I2 plus I3. Mm. Pierre, oui. Ouais, ouais. Un petit rappel de maths de base. A plus B sur C. Qu'est-ce que je peux dire que ça vaut? Attends. Ben, j'ai le droit de casser ma fraction en deux morceaux. Oui, je dis, ça fait A sur C plus B sur C. J'ai le droit à ça. Ouais, ouais. Hein? Donc, j'efface le schéma, ok? Vas-y. Donc, maintenant, est-ce que je peux faire? Je peux faire quoi? Ah bah du coup, on peut faire V1 sur R1 moins VA sur R1, plus V2 sur R2 moins VA sur R2, et ainsi de suite jusqu'à voilà, Et V3 du sur coup, je peux R3. les mettre dans l'ordre en faisant V1 moins R1 pour lui, plus V2 sur V2 R2. sur R2 pour lui, plus Ouais, V3 sur R3 pour lui, oui. moins VA sur R1, moins VA sur R2, moins VA sur R3 égale 0. Ouais. Comme il y a des moins, je peux les mettre en plus de l'autre côté de l'égalité, non? Mm. J'ai fait les deux trucs Ouais, en un coup pour aller un peu vite, mais là, ils sont en moins, donc de l'autre côté, ils seront en plus. ouais, ouais. Oui? Ouais. Tu le vois, Milman, qui arrive là? Tu le vois ou Oui, pas? ouais, je le vois là. VA, facteur de 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3. Mm. Il est là, VA en facteur. Et donc, que vaut VA? V1 sur R1, plus V2 sur R2, plus V3 sur R3,
que divise 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3. Tranquille? Ouais. Qu'on écrit, parce que là, j'ai fait un cas où il y a 3 branches, où il y a 3 résistances. Mais en fait, ce principe-là, on voit bien qu'on peut l'appliquer avec autant de branches que l'on veut. Ce qu'on peut résumer en disant, c'est la somme des potentiels sur leur résistance que divise la somme des 1 sur la résistance. Avec un indice I, si on a envie, avec I qui va de ce que tu veux, de 1 à l'infini. Ouais. Yep. Ouais. Ça vient de là, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et dans ce raisonnement-là qu'on vient de faire, dans cette démonstration qu'on vient de faire, est-ce qu'on a pris en compte quelque chose de particulier au niveau des potentiels? Non, on a juste dit, il y a des potentiels. Oui. Il y a des V. Il y a des V. Ouais. Ouais. Donc maintenant, ici, si ce potentiel, si la résistance est à 0, ça veut dire que le potentiel V2 vaut 0. 0. Si ici, c'est branché à un générateur comme la sortie d'un AOP, une pile, ce que tu veux, le potentiel V1, il vaut E. Ouais. Et si là, il y a une résistance, s'il y a encore une résistance R qui est ici, le potentiel V3, il vaut quoi? Bah, du coup, attends. Ah, c'est le piège, là. Là, il y a un piège. Alors, s'il y a une résistance, là, que vaut le potentiel V3? Bah, il vaut V3. Ça ne change rien qu'il y ait une résistance ou pas. Ah oui, non, mais, ah oui, d'accord, oui, non, mais ok, ouais. Ça ne change rien qu'il y ait cette résistance. Ah ouais, Rien ça du s'en va. tout. Oui, du coup, oui. Ouais. Et si ça, je dis que c'est VE, et si ça, je dis que c'est VS, ok? Quand il y a la résistance, que vaut V3? Bah, VS, ça vaut V3 moins 0. D'accord? Donc, quand il y a la résistance, que vaut V3? Ça vaut VS. Ouais. Quand il n'y a pas la résistance, que vaut V3? Bah, VS, bah, ça vaut VS aussi. Oui. Ça ne change rien. Tu vois? Que là, il y ait une résistance, ça ne change absolument rien. Ce qui va changer, parce que le fait d'avoir une résistance ou le fait de n'en pas en avoir, oui, ça va changer un résultat. Mais ça ne va pas changer le fait que ce potentiel-là, ce soit la tension entre ce fil et la masse. Qu'elle y soit ou pas, la définition de ce potentiel, c'est ou le lien entre le potentiel et la différence de tension que représente VS, c'est toujours le même. Le fait d'avoir une résistance, ça va changer que quand il n'y a pas la résistance, entre lui et lui, ça ne fait pas le même résultat. Voilà. C'est que entre l'entrée et la sortie, le fait qu'il y ait une résistance, ça va jouer sur le résultat total entre VS et VE. Ouais. Mais ça ne va pas jouer sur l'application de Millman. Donc VA ici, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, on vient de faire la démo. La somme des V sur R sur la somme des 1 sur R. Bah, le premier potentiel, c'est V1. Et V1, c'est VE sur R1. Le deuxième potentiel, c'est V2. Et V2, c'est 0. Le troisième potentiel, c'est V3. Et V3, c'est et c'est V3 sur R3. Et combien d'étudiants mettent plus R ici? Hein? Combien? T'as pas envie de mettre plus R ici au départ? C'est pas ça le problème que vous savez pas appliquer Millman? C'est que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est V3 sur R3. Voilà. V3 sur R3. Voilà. Et j'insiste. Qui est la résistance ou pas, V3, c'est VS. Point. Ouais. Donc c'est VS.
Et c'est pas R3 plus R, non. Et donc 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, point barre. OK? Qu'est-ce que ça change? Parce que putain, forcément, on se dit, mais merde, on fait un truc où on me dit que qui est la résistance ou pas, ça fait la même chose. Oui, ça fait la même chose pour les pressions de VA en fonction des autres. Ça fait la même chose. Par contre, qu'est-ce que ça change? S'il n'y a vraiment pas de résistance, là, on n'est plus sur Millman. Maintenant, Millman, on s'est arrêté, l'application de Millman, on s'est arrêté là. Tu vois? On s'est arrêté là. Et pareil, de la même manière, si là, je mets une résistance RG, je vais l'appeler RG, qu'est-ce que ça change pour Millman si là, j'ai une résistance RG? Hein? Bah rien, parce que de toute façon, on a toujours bien là. Ben voilà, c'est rien du tout. Et si VE, je l'appelle V1, si VE et si la tension VE, elle est là, si je la considère ici, le VE, ben on a toujours V1 égale VE, parce qu'on a toujours VE égale V1 moins 0. Ça change rien qu'il y a un truc ici ou pas. Et non pas comme énormément d'étudiants m'auraient mis pareil R1 plus RG. Par contre, qu'est-ce que ça change entre il y a RG, il n'y a pas RG? Il y a une résistance là, il n'y a pas une résistance là. S'il n'y a pas la résistance, ouais, qu'est-ce qui se passe? Le courant ici, il est comment? Bah, il est nul. Donc, la tension aux bandes de R3, elle est comment? Bah, elle est nulle. U égale RI, elle est nulle. Donc, VS est égal à quoi? À 0. Non, Bah non. Du coup, VS c'est égal à V3 moins VA. non. V3 moins VA est nul, puisque la tension aux bandes de la résistance est nulle. VS, ici, elle est sur le 0. Le potentiel V3 et le potentiel VA sont égaux, Ouais. puisque la différence, la tension aux bandes de R3 est nulle. Donc, que vaut VS? Elle vaut VA. Tu ne vois pas? Si. Ah, si, Il n'y a, si, ouais, pas de- ouais. il y a pas de courant. La tension d'un côté de la résistance est la même que la tension de l'autre côté. Là, il y a VA, ou alors VA, évidemment, on peut dire que c'est VA, c'est la tension entre le point ici et le 0 volt. Hein? C'est le potentiel du nœud, mais un potentiel en un endroit, on peut toujours dire que c'est aussi la différence de potentiel entre l'endroit et 0 volt. Ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours bien représenter le 0 volt. Et s'il y a la résistance, à ce moment-là, VS, ça vaut quoi? Ah ben ce coup-ci, le courant n'est pas nul. Bah, ça vaut V3 du coup. Ça vaut V3. Mais qu'est-ce que ça vaut en fonction de VA? Sans la résistance, on a VS égale VA. Le fait de mettre Ouais. une résistance, ça change bien quelque chose. Ouais. Mais ça change pas Millman. Ça change quoi? Ça change que VS, c'est la tension aux bandes d'une résistance. T'es encore là? Ouais. Et que VA est la tension aux bornes de ces deux résistances, non? Mhm. Donc là, on a quoi? Un pont. Un point diviseur. Et donc la VS vaut R sur R plus R3 VA. Voilà ce que ça change. Cette relation est toujours vraie, mais le lien entre VS et VA, à cause de la présence de la résistance, change. Ouais. Donc le résultat global va changer, mais l'application de Millman ne va pas changer. Yep, pigé ou Ouais. pas? Mhm. Et là, c'est pareil. S'il n'y a pas de résistance RG, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a Bah, pas V1, de résistance. Bah, V1 c'est nul. Ah non, Non, pas... non.
Si là, il n'y a pas de résistance, VE égale Bah, VE égale E. grand E. Ouais, Ah oui, oui, putain, j'ai cru que c'était. Oui, oui. VE égale grand E. Par contre, s'il y a la résistance, qu'est-ce qu'il y a? Ben, VE n'est plus égal à grand E. VE va devenir plus petit que grand E. Alors la relation, elle est beaucoup moins facile à calculer, hein, parce que, attention, ici, je ne peux pas faire le pont diviseur avec ces deux résistances. D'accord? Parce que le courant, il n'est pas nul. Ouais. Je ne suis pas dans le cas d'un pont diviseur qui est nul. Non, la relation, comment je peux le trouver? La relation entre VE et E, et ben en faisant un Millman, en disant que VE, c'est le potentiel qui est là, et qui vaut donc le potentiel qui est là sur RG, donc il vaut E sur RG, plus le potentiel qui est là sur R1, donc VA sur R1, que divise 1 sur RG, plus 1 sur R1. Voilà, il n'y a pas de résistance VE égale E, il y a une résistance VE et E dépendent de VA, de R1, de RG, ça change. Mais ce que j'ai entouré en rouge, ça change toujours pas. Ouais. On fait pas plus compliqué, c'est bon? Voilà, c'est bon, ouais. Ouais, Yes. Ouais, un petit rappel, c'est bien. C'est vraiment tous les cas de figure possibles qui font, là j'ai essayé de traiter les différents cas de figure qui font emmêler les étudiants et qui font que, ah ben merde, on prend en compte une résistance qu'il n'y a pas lieu d'être, et qu'on se dit c'est bizarre parce que la résistance, elle n'est pas dans mes équations, pourtant elle est dans le montage, et que s'il n'y avait pas cette résistance, bah merde alors c'est pas le même montage, je ne peux pas avoir la même relation. Eh bien si, parce que c'est un raisonnement local au niveau des potentiels. Et ce qui se passe derrière et ce qui se passe avant, on s'en fout. Ouais. Ouais. Parce que ce Millman, c'est parce que tu vois, si on n'avait pas Millman, pour traiter le cas de figure qu'on traite depuis tout à l'heure, eh ben, il aurait fallu exprimer I1, exprimer I2, exprimer I3, calculer les courants qui sont tous interdépendants les uns des autres, de ce qui se passe avant, de ce qui se passe après, de ce qui se passe au milieu, et ça devient une usine à gaz imbitable. Alors que grâce à Millman et au pont diviseur, eh bien, on peut séparer la problématique en plusieurs morceaux où on a déjà, grâce au théorème, éliminé un nombre d'inconnus non négligeables, d'inconnus, c'est-à-dire de trucs qu'il faudrait calculer et exprimer. Ces inconnus, ça serait les courants. D'accord? Puisque je vais juste, pour vraiment faire prendre conscience de l'importance de ces théorèmes, hein, d'abord, tel que l'on a fait nous, voilà, tel qu'on l'a fait nous. En fait, à ce niveau-là, on a pu exprimer V1 en fonction de VA et de E. Ouais, ce que je viens d'effacer. Là, on fait un Millman et on a lui en fonction de lui et lui. Ouais. Hein, les résistances sont des constantes, ce sont des données du problème. À la limite, la tension E, elle peut être constante ou pas, on s'en fout. Les tensions et les courants sont des inconnus du problème. Hein? Donc, voilà. Et puis, ici, ensuite, grâce à Millman, tu vois, j'ai fait lui tout seul. Et je ne m'occupe pas de ce qui se passe après. Quand je fais Millman là, je n'ai pas besoin de prendre en compte ce qui se passe après. Pour là. Pareil, maintenant, je sépare ici. Plus besoin de prendre en compte ça et ça. Ce Millman là va me donner VA en fonction de V1, en fonction de V1 et de VS. Ouais. Et puis après, je me localise là. Il y a un pont diviseur. Avec un pont diviseur qui me donne VA en fonction de VS. Si je décide que grand E c'est l'entrée et que je veux savoir que vaut VS en fonction de grand E, et bien là on a le truc, parce que là j'ai V1, voilà, j'ai une équation où dedans il y a du V1, VA, E.
Là, j'en ai une où j'ai VA, V1, VS. Et là, j'en ai une où j'ai VA, VS. Ouais. Ben, grâce au changement de variable, enfin, aux expressions de l'une dans l'autre, on voit bien que si là, le VA qui est ici, je le remplace par l'expression qui est là, c'est plus en fonction de VA que je vais l'avoir, mais en fonction de VS. Ouais. Que donc ça va me donner un truc où j'aurai du VS et du V1. Le VA qui est ici, en utilisant celle-là, ça devient en fonction de VS. Le V1 qui est ici, ça devient en fonction de VS. Et grâce à ces manipulations d'équations, j'aurai bien mon résultat VS en fonction de grand E. Ah ouais. Vous savez, quand je dis ça, c'est le truc, tu as Y en fonction de X d'un côté, non, tu prends la variable dans une équation, tu l'exprimes en fonction de l'autre, qui dépend dans la troisième, et puis comme ça, en faisant une, deux, trois, tu as trois équations à manipuler, et tu as une, deux, inconnues à éliminer. Ouais. Entre trois équations. Parce que toi, celle qui t'intéresse, c'est elle et elle. Voilà. Et tu as trois équations pour ça, et avec ces trois. Puis tu as ces deux inconnus intermédiaires qui ne t'intéressent pas, et avec deux équations, tu les exprimes l'une en fonction de l'autre pour pouvoir les éliminer dans ta troisième équation. Et tu trouves ce que tu as besoin. VS en fonction de VE. VS en fonction de grand E. Ou de VE. Ouais, c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut avoir dans sa tête en chemin quand on est devant un problème et qu'on nous dit « Ouais, je fais quoi ?» L'étudiant, il fait quoi? Il se lance dans des calculs, il remplit 4 pages et en fait, il prend la route et il ne sait même pas où il va. Il n'a même pas illuminé son GPS, le con. Le truc que je viens de te faire avec les équations, c'est ton GPS. C'est tu fais « Ah, je vais faire 1000 man en faisant ça en fonction de ça et ça. » Je vais faire 1000 man en fonction de ça et ça. Je vais faire pont diviseur. Et puis comme ça, ça, je pourrais l'exprimer en fonction de lui, le remplacer là-dedans. J'aurai deux fois machin, je le remplace là-dedans. J'aurai plus que du VS, du VE. Je vais pouvoir trouver VS en fonction de VE. Et là, je me lance. Ah faut que je fasse 1000 man ici. Faut que je fasse 1000 man ici. Faut que je fasse pont diviseur ici. Les étudiants, ils font quoi? Ils font bon, attends, je vais faire un 1000 man. Alors déjà, en plus, je me plante parce que j'ai pas compris 1000 man. Donc, je mets pas 1000 man comme il faut. Donc, je fais un 1000 man, je fais machin, tiens, je mets un pont diviseur là où il n'y en a pas. Mais bon, et puis, je gratte, et j'espère que par hasard, à un moment, en n'arrêtant pas de faire l'un en fonction de l'autre, l'autre en fonction de l'un, de factoriser, de développer, de mettre en haut, de mettre en bas, etc. J'espère qu'à un moment, comme ça, coup de bol, il y a VS en fonction de VE qui va sortir. Comme si tu fais, vas-y, je pars de Tours, je veux aller dans un bled paumé à Pétochnock. Hein, et puis tu prends les routes au hasard. Tu fais un coup, à un moment, tu fais, oh, il y a une route à droite, oh, j'y vais. Oh, bah tiens, je vais prendre cette autoroute. Oh, bah tiens, oh, j'ai fait 150 bornes. Tiens, je vais sortir au pif, comme ça. Je ne sais pas où je vais, mais je sors. Puis, à un moment, oui, effectivement, à un moment, en parcourant l'ensemble des routes qui composent de la planète, à un moment, tu vas passer par Pétochnock. Ça va te prendre du temps. Tu vois le délire? Le raisonnement qu'on a fait avant, c'est le GPS. Ouais. Eh bien, pour bien insister, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas le raisonnement qu'on vient de voir, alors évidemment, là c'était pour les besoins de la démonstration. Bien entendu, si on est dans ce cas de figure, il suffit de dire que là j'ai R1 plus RG et j'applique plus qu'un 1. Je peux simplifier directement mon schéma électrique, mais c'était pour dire, voilà, c'était pour les besoins de la démonstration. Bon, bah là si je fais ça, comment je vais m'en dépatouiller si je n'utilise pas mes théorèmes? Ben, il va falloir que je me fasse un courant que je vais appeler I1, un courant que je vais appeler I2, un courant que je vais appeler I3, voilà. Et puis après, il va falloir que je fasse I1 en fonction, tu vois, à partir de, voilà, exprimer I1 en fonction de I2 et I3. Le I3, je vais pouvoir l'exprimer en fonction de VS.
Oui, avec le principe du pont diviseur, en fait, hein, en disant que si I3 est là, que là il y a 0, le R3, le RI3 vaudra VS. Ensuite, le I2, je vais. Ah bah, le I2, je suis un peu dans la merde. Ah oui, parce que le I2, ah bah, il va bien falloir que je me calcule ce truc-là. Donc, je vais faire I2 en fonction de VA. Voilà. Et puis, du coup, après, ma loi des nœuds. Ensuite, là, je vais peut-être pouvoir faire I1 en fonction de E et de VA. Hein, grâce à la maille qui est ici. Voilà. Je fais une maille là, je fais une maille là. Maïla. Je fais un nœud. Là, et puis du coup, j'ai une, deux, trois, quatre équations. Ah merde, tout à l'heure, j'en avais trois. Et en étant intelligent, en plus, je pouvais n'avoir que deux équations. Hein, Ouais. et puis après, alors là, j'ai combien d'inconnus? Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Tout à l'heure, j'en avais quatre. Et si j'étais malin, j'aurais pu m'en débrouiller avec trois. Là, j'ai deux fois plus d'inconnus. Combien il va falloir que je manipule d'équations? 4. Tout à l'heure, j'en avais 3. Et en étant malin, j'en aurais eu que 2. Voilà. On va y arriver. Mais il va falloir 3 fois plus de boulot pour faire. Alors, attends, alors le I2, il est en fonction de VA. Mais le VA, il est en fonction de E et de I1. Donc, mon VA, je vais pouvoir l'exprimer, cette équation, la transformer en fonction de E et de I1. Et puis, bah, le I1, j'ai I1. Alors, le I1, je peux l'exprimer en fonction de I2 et I3, grâce à cette équation. Et puis, I3, ah bah, I3, ça devient VS. Je peux le trouver en fonction de VS, grâce à cette équation. Hein? Et puis là, bah merde, j'ai I2 encore. J'ai I2 égale un truc en fonction de ça, de ça, de ça. Ah ouais, mais le I2, il ne va pas disparaître comme par magie. Où est-ce que je vais trouver mon I2, moi, là-dedans? Pour avoir plus que du E et du VS. Cette équation, je m'en suis servi. La règle, c'est que quand on s'est servi une fois d'une équation, il ne faut pas s'en servir deux fois. Sinon, on tourne en rond. Ouais. On tourne en rond, on tourne en rond. On arrive à X égale X quand on fait ça. Et qu'on ne fait pas d'erreur de calcul. Celle-là, je m'en suis servi. Celle-là, je m'en suis servi. Merde. Et celle-là, je suis en train de m'en servir. Conclusion, il me manque une équation. Il me faut encore une équation de plus pour pouvoir trouver la réponse. Et laquelle c'est, j'ai même pas envie de me prendre la tête à savoir laquelle c'est. Si, il manque une dernière équation. La dernière équation, c'est la maille ici. Puisqu'on a fait celle-là, on a fait celle-là, on a fait la loi des deux, on n'a pas fait celle-là. Qui va nous dire que E, la loi des mailles, E moins R1 plus RG I1 moins R3 I3 moins VS égale 0. Là, voilà la dernière équation qui va me permettre, grâce à I1, de devenir I3, I3, là, et qui va me permettre d'avoir la dernière relation qui va me permettre d'éliminer le I2. Hein, et d'avoir, grâce à I1, I3 que je fais en fonction de VS et que je fais en fonction de I. Ouais, tu vois le bordel? Ouais, c'est chiant. Je vais finir par avoir un truc où il n'y a plus que du E et du VS, du VE et du VS. Donc j'en ai oublié tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6 équations. 6 inconnus à manipuler. Quand on optimise le résultat précédent, c'est 2 équations, 3 inconnus à manipuler. OK? Ouais. Donc les théorèmes, Millman, pont diviseur, et on a fait que ça. Hein. Millman, pont diviseur, c'est juste, ça te sauve la vie. Voilà. 1h20. C'est bien, ça fait un bon petit cours. Ouais, nickel, c'est 1h30. T'as pigé? C'est un TD. T'as pigé ou pas? Bah oui, j'ai pigé, ouais, de fou. À reprendre, c'est pour ça que ça va être cool d'avoir la vidéo, à reprendre, ne pas hésiter à essayer de résoudre les problèmes comme j'ai suggéré de les résoudre, d'aller au bout des détails de calcul, Ouais. de se prendre la tête. Et franchement, moi, je l'ai fait. C'est là que, quand j'étais étudiant comme vous, je l'ai fait. C'est là que vraiment, tu te rends compte
de l'intérêt de maîtriser, de comprendre et d'utiliser les bons théorèmes pour les bons trucs, j'ai fait l'usine à gaz finale que j'ai montré, avec les 6 équations, les courants, les tensions et tout, en faisant juste loi des nœuds, loi des mailles, hein, en me disant ouais, je merde, ça fait chier leur théorème, je comprends rien, je me plante tout le temps. Alors je vais faire le truc de base que je maîtrise, U égale RI, loi des nœuds, loi des mailles. C'est les premiers trucs qu'on vous apprend. Ouais. C'est les trucs qui sont vraiment effectivement faciles à utiliser, mais absolument pas pratiques à utiliser. Et tu le fais. Et franchement, c'est un exercice calculatoire, mathématique et électronique hyper intéressant, complètement débile, mais hyper intéressant. Tu peux y passer 2 heures. Et tu fais, alors je fais ça en fonction de ça, comme j'ai fait, hein, pour qu'à la fin tu fasses, ouais, j'ai VS en fonction de VE, ouais, ouais. Et puis je crois que c'est la bonne réponse. Bon, franchement, celui qui me le fait, qui trouve la bonne réponse en faisant cette méthode-là, il m'envoie un post dans le com, je veux voir le truc. Hein, il va remplir 8 pages, si c'est pas 10, en s'y reprenant à 4 fois, parce que forcément, à un moment, tu fais une factorisation, tu oublies un 1 sur R, tu oublies une connerie comme ça. Hein, donc, c'est la croix et la bannière. Alors que, bon, évidemment, et après, quand tu as galéré, tu fais la méthode, la bonne, la vraie, celle qui utilise Millman et le pont diviseur. Et là, tu fais ça en 1 page. Et là, tu Ouais, fais mais waouh. trop long avec la loi des mailles, loi Voilà. des nœuds. Mais oui, c'est trop long, mais c'est très formateur de le faire. Ouais, bah ouais. C'est très très formateur pour manipuler les équations, faire l'un en fonction de l'autre, diviser, factoriser, mettre au même dénominateur, etc. Pour manipuler tous ces trucs-là qui font galérer beaucoup de gars et de filles, hein, qui déjà ont du mal à faire oméga égale 2πf, donc f égale oméga sur 2π. Ouais, déjà ça, tu vois. Mm. Donc, justement, c'est un super bon entraînement, c'est un défi. Alors bon, je conseille d'abord de le faire avec la bonne méthode, sans se planter, histoire de savoir quel résultat faut trouver, hein, histoire qu'après avoir rempli 10 pages, tu sais si tu es en train d'arriver vers le bon chemin ou pas, histoire de ne pas remplir 10 pages, et quoique. Et quoique. Franchement, moi j'ai gratté hein, des bouquins entiers, des cahiers entiers. Tu grattes pour rien, tu grattes pour de la merde, tu grattes pour faire la mauvaise méthode, histoire que plus jamais de ta vie tu as envie de le refaire. Plus jamais. Tu te massacres l'esprit, quoi. Ouais, mais après, tu sais vraiment pourquoi l'utiliser, comment l'utiliser et quel est son intérêt et que si tu ne le maîtrises pas encore totalement, eh ben, je peux te dire que ça te donne du courage pour le maîtriser. Parce que tu te dis, là, là c'est imbitable. Puis pareil, et puis le GPS, hein, le GPS. Tu Mm. pars pas dans les calculs comme tu prends la route sans savoir où tu dois aller. C'est exactement ça. Être capable de prendre un peu de recul sur un problème, d'analyser le nombre de variables qu'il y a, le nombre d'équations que tu vas pouvoir établir, pour être sûr que en faisant l'un en fonction de l'autre, tu vas trouver ton VS en fonction de VE qu'on a besoin qu'on te demande. Mm. Hein, et pas ce que j'ai fait moi et ce que vous faites tous, genre, ouais, vas-y, je sais pas, faisons confiance au hasard, à mon intuition et à ma bonne étoile. Non, ça marche jamais. Le hasard, l'intuition et la bonne étoile, ça marche jamais. Jamais. Ou alors quand ça marche, bah, malheureusement, un contrôle, c'est en 1 heure et demie. Et toi, ton intuition, ta bonne étoile, oui, au bout de 257 heures, tu y arriverais. Mais tu n'as pas 257 heures pour faire un problème. Ouais. Puis tu meurs avant, de toute manière.